Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News en direct comme chaque soir dans l'actualité de ce mercredi 27 avril 2016. Le réalisateur Arnaud Desquelin, l'acteur Mad Mikkelsen, la productrice iranienne Katayoun Shahabi. Trois profils éclectiques pour les 9 membres du jury du 69e Festival de Cannes qui cette année ne sera pas diffusé en direct sur Canal+, dont le jury, ce sera bien sûr Vanessa Paradis. Le festival de Cannes qui se déroulera du 11 au 22 mai prochain. Quelques explications d'Adriano Téné pour le Grand News. Les jurés ont pour mission de départager les longs métrages de la compétition officielle afin de définir quel film recevra la prestigieuse Palme d'Or et les autres principaux prix. Cette année, Kirsten Dunst, Arnaud Desplechin, Vanessa Paradis font partie du jury. Aureliano Tonnet, est-ce qu'on sait comment ils ont été choisis? C'est un dosage très subtil. En fait, il y a un équilibre entre différents critères. Le premier, c'est la disponibilité de ces membres du jury. Le monde du cinéma est ainsi fait qu'il y a, pendant les dates du Festival de Cannes, des tournages et certaines personnalités ne sont tout simplement pas disponibles pour voir des films tous les jours sur la croisette. Le deuxième critère, c'est celui de l'équilibre entre les pays, les sexes, les générations. Et il s'agit de trouver une forme d'équilibre, c'est le mot. Et puis il faut éviter les conflits d'intérêts, s'assurer que aucune personne du jury ne soit impliquée de près ou de loin dans la fabrication d'un film sélectionné en compétition. Mais est-ce que ça c'est possible? Parce que c'est quand même un milieu très petit. C'est un milieu, comme on dit, assez consanguin. C'est d'ailleurs le sujet d'un des films en compétition à Cannes, Maloute, de Bruno Dumont, qui parle de la consanguinité à l'intérieur du petit milieu un peu bourgeois du cinéma français, de manière métaphorique. Mais oui, c'est un idéal, évidemment. On n'arrivera jamais à s'assurer que il y a une étanchéité totale entre la compétition et le jury. Cette année, par exemple, Mads Mikkelsen, qui fait partie du jury, connaît évidemment l'un des réalisateurs sélectionnés, son compatriote danois Nicolas Winding Refn, puisqu'ils ont tourné par le passé ensemble. De la même manière, Katayoun Shahabi, qui est productrice, distributrice iranienne, connaît Asghar Farhadi, réalisateur iranien qui a été sélectionné. Et c'est pas un peu gênant, justement, surtout pour une distributrice qui pourrait peut-être directement impliquée après dans la suite du succès du film, d'avoir ce rôle-là? Elle a distribué et produit une grande partie du cinéma iranien et ce serait dommage de se priver aussi de ce talent-là, de la même manière qu'il pourrait être dommage pour le président et son délégué général de se priver de la présence d'un réalisateur aussi important. Et est-ce que ça donne le ton du festival? Est-ce qu'en voyant la sélection des jurys, on peut se dire « Ah tiens, ce sera plutôt tel type de film qui sera récompensé cette année » ou... Là, ce sont vraiment des pronostics amusants, mais comment dire, non, il est impossible évidemment de deviner à l'avance l'oracle qui sera rendu par un jury. Il serait très imprudent de deviner à l'avance cet oracle. Merci Aureliano Tonnet pour ces précisions. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture. Chaque mois, le Grand News laisse carte blanche à un chef étoilé pour revisiter des plats de cinéma. Et ce soir, c'est au tour de Sylvestre Wahid qui s'est prêté au jeu ce soir pour cuisiner sous vos yeux un chili con carne. Regardez. Pour ma recette du plat de cinéma, je me suis inspiré de Last Day of Summer avec Kate Winslet.
quand on va revisiter le chili con carne. On a déjà haché la viande, le filet de bœuf au couteau, assez fin. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est de faire la garniture aromatique. Dans le film, ils utilisent des boîtes en conserve. Nous, on va utiliser des tomates fraîches et concentrées. On va prendre l'oignon blanc et on va le ciseler au couteau. Alors maintenant, on a pris une casserole avec de l'eau bouillante. On a mis les tomates fraîches. On va leur enlever la peau. On les plonge 10 secondes. On va les rafraîchir. On va peler les tomates. On va les épipiner pour enlever tous les grains. Maintenant, nous allons tailler tous les pétales en petits cubes. Maintenant, on va prendre un piment rouge. On va le couper aussi. On va éplucher 3 gousses d'ail et on va les passer à la microplane pour réaliser une fine purée. Et comme ça, ça va fondre avec les oignons. Maintenant, nous avons tous les ingrédients qui sont réunis pour passer à la deuxième étape qui est la cuisson. Une cocotte en fonte ou une casserole si vous avez à la maison, de l'huile d'olive. Dès que ça commence à fumer, on va rajouter les oignons. On va rajouter la purée d'ail et on va faire fondre l'ensemble. Maintenant, on va rajouter le thym, le laurier, le romarin, une petite cuillère de piment d'Espelette et une demi-cuillère de cumin. Quand on voit que ça commence à caraméliser et à s'accrocher un peu au fond de la casserole, on va rajouter la viande. Et on fait bien revenir la viande. Une bonne cuillère de concentré de tomate. On a une belle liaison. On va pouvoir ajouter nos haricots, le piment et les dés de tomates. Nous allons mouiller juste à hauteur avec un bouillon de bœuf. Et nous allons le laisser cuire au moins 45 minutes à petit frémissement. Et voilà, c'était ma version du chili con carne. 3 années maintenant, à chaque reprise des négociations du traité de libre-échange transatlantique, il faut savoir qu'il est sous le feu de critiques de l'actualité. Quelques éléments de réponse de Maxime Vodano ce soir. Désigne le projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. En négociation depuis juillet 2013, ce projet, qui a pour but de fluidifier les échanges économiques transatlantiques, est très critiqué à chaque reprise de négociation. Maxime Vodano, vous êtes l'auteur de Dr TTIP et Mr Tafta et journaliste pour les décodeurs au monde.fr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ce traité consiste? Le but, c'est de faire un petit peu ce qu'on a fait dans le marché commun européen, donc de pouvoir commercer entre la France, l'Allemagne, aujourd'hui l'Espagne, la Roumanie, de faire pareil avec les États-Unis. C'est-à-dire que toutes les barrières au commerce qu'il y a entre les entreprises européennes et le marché américain et vice-versa, on essaie de les abattre pour que ce soit plus facile de commercer. Et le but, c'est d'un petit peu dynamiser le commerce entre les deux rives de l'Atlantique et de produire de la croissance. Donc avant, traditionnellement, les traités de libre-échange se focalisaient sur les droits de douane, c'est-à-dire ce qu'on paye pour passer la frontière avec des produits. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus trop ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire converger les normes qu'il y a des deux côtés. C'est-à-dire qu'en Europe, on a les feux de voitures qui sont d'une couleur. Aux États-Unis, ils sont d'une autre couleur. Donc on est obligé de faire deux modèles différents actuellement. Le but, c'est de faire une seule norme pour que ce soit plus facile de produire et de commercer des deux côtés. Donc toutes les entreprises, côté américain, côté européen, devraient pouvoir bénéficier de ces accords de libre-échange et avoir plus de facilité pour commercer d'un pays à l'autre. Donc ça devrait bénéficier à tout le monde au final. C'est vraiment à destination des entreprises. Le problème, c'est que c'est pas que sur la couleur des phares que se jouent les problèmes de normes, c'est sur des choses beaucoup plus fondamentales comme
quels produits chimiques on autorise pour laver le poulet. Vous avez entendu parler du poulet au chlore par exemple, ou des hormones dans le bœuf, ou des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc toutes ces normes, en fait, elles sont représentatives de ce que nous, on a choisi européens depuis des années par nos choix démocratiques, et pareil du côté américain. Donc c'est pas si facile de les aplanir. Donc certes, c'est un avantage pour les entreprises, mais il faut voir si c'est pas au détriment des citoyens. Le mécontentement, il se cristallise autour de cette question de convergence des normes, mais il y a aussi la question des tribunaux privés qui a fait hurler aussi la société civile. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce sujet? Oui, en fait, c'est le point le plus problématique actuellement dans la négociation. C'est quelque chose qui existe déjà, hein, il faut le dire, depuis longtemps dans le commerce mondial. Ça existe depuis les années 50. Mais ça a pris une importance particulière depuis les années 2000, où il y a de plus en plus de tribunaux de ce genre qui existent. Donc le but, en fait, c'est de protéger les entreprises contre les expropriations des États au début. Donc c'est en gros quand un État décide du jour au lendemain de prendre les biens d'une entreprise. Et progressivement, ça a évolué pour aller de plus en plus vers des protections un peu plus indirectes. Donc c'est-à-dire que quand l'Australie a fait des politiques anti-tabac, il y a l'entreprise Philip Morris, donc qui produit des cigarettes, qui l'a attaqué en vertu de ce genre de tribunaux. Donc le but, c'est de mettre en place ce genre de tribunal qui pourrait, selon les modalités, éventuellement menacer les décisions démocratiques prises par les États. Donc c'est ça qui inquiète beaucoup. Mais à travers les négociations, il y a des progrès qui ont été faits quand même sur ce sujet des tribunaux privés. Oui, en fait, depuis plusieurs mois, il y a eu tellement de contestations que la Commission européenne, qui mène les discussions côté européen, a décidé de faire un petit peu des concessions. Donc il y a un nouveau système d'arbitrage qui a été présenté, qui présente plus de garanties, donc avec des juges qui sont quasiment publics, contrairement aux arbitres privés qu'on avait avant, qui étaient soupçonnés de conflits d'intérêts. Il y a des normes de droit qui sont beaucoup plus précises et qui laissent beaucoup moins de place aux interprétations et aux abus. Donc on peut espérer que ça limite les cas les plus abusifs, mais le principe de base, il reste toujours critiqué par certaines organisations. Donc c'est un projet qui est très critiqué par la société civile, mais on peut voir aussi que côté européen ou côté États-Unis, la volonté de mener à bien ce projet se fissure aussi un peu. Oui, en fait, c'est vraiment l'opinion négative du public qui est en train d'influer sur la classe politique. Donc on voit que côté américain, Obama a été très favorable à ce traité. Il essaie de le conclure avant la fin de son mandat, même si ça va être très difficile. Mais tous les candidats à la présidentielle, de Hillary Clinton et à Donald Trump, surfent un petit peu sur ce côté anti-libre-échange qui a infusé dans la société américaine, et ils sont opposés à ce genre de traité. Donc ça pourrait être très compliqué, si l'un ou l'autre est élu, de continuer les négociations. Et côté européen, c'est aussi pas si facile que ça, puisque la France et l'Allemagne ont pris conscience des critiques qui se faisaient jour dans la société et sont de plus en plus à l'offensive pour exiger des réformes. Et elles menacent de bloquer le projet si jamais ces réformes ne sont pas mises en place. Et dans ces cas-là, si la France ou l'Allemagne refusent, c'est le projet tout entier qui s'effondre. Merci Maxime Bodano pour ces précisions. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture. Aux États-Unis, Hillary Clinton a remporté 4 scrutins sur 5 dans le cadre des primaires à droite démocratisées organisées hier soir. Image inédite tout de suite sur cette antenne. CNN projects Hillary Clinton is the winner. In Pennsylvania and Connecticut, we have exit. With your help, we're going to come back to Philadelphia for the Democratic National Convention. With the most votes and the most pledged delegates. And we will unify our party to win this election and build an America where we can all rise together. And I applaud Senator Sanders and his millions of supporters for challenging us to get unaccountable money out of our politics and giving greater emphasis to closing the gap of inequality.
And I know together we will get that done. Whether you support Senator Sanders or you support me, there's much more that unites us than divides us. Mr. Trump accused me of playing the, quote, woman card. Well, if fighting for women's health care and paid family leave and equal pay is playing the woman card, then deal me in. Par les caméras exceptionnellement du Grand News, c'était cet après-midi, donc Hillary Clinton a gagné 4 scrutins sur 5. Pour la majorité d'électeurs, l'immigration est le premier facteur décisif pour le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Reportage d'Alex Bottier et toutes nos équipes en région. La ville de Peterborough affiche la couleur pour le référendum du 23 juin. Principal argument du parti UKIP, qui fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'immigration. Mick Min milite depuis peu pour ce parti. Il se sent abandonné par les hommes politiques de Londres. Les Polonais ramènent leur propre nourriture. Ils ont leur propre magasin. Ils prennent sans rien donner en retour. Les Britanniques sont tolérants. Ils accueillent les immigrés et UKIP aussi. Mais ça doit être dans les bonnes proportions, au bon endroit et les bonnes personnes. Les immigrants peuvent apporter beaucoup à la société. Mais la manière dont l'Union européenne le fait est totalement néfaste. Cela nuit aux classes ouvrières. Peterborough est une petite ville située à 140 km au nord de Londres. Entre 2001 et 2011, près de 25 000 immigrants s'y sont installés, principalement venus d'Europe de l'Est. Gosia est animatrice pour la radio locale en polonais. Elle aimerait réconcilier les Britanniques avec sa communauté. Certaines personnes s'inquiètent de ce qui pourrait leur arriver après un Brexit, s'ils devront peut-être quitter le pays. J'ai une amie dont le petit ami anglais lui a même promis de se marier au cas où. Pour nous, c'est important d'être membre de la société britannique. C'est normal d'être inquiet. Dans l'est de Londres, les niveaux d'immigration sont similaires, mais n'auront pas la même influence sur le résultat du vote. Ce match en est l'exemple. Le club de Clapham de 17e division était tombé en désuétude jusqu'à ce que les Polonais et Italiens du quartier se mettent à jouer. Aujourd'hui, les joueurs viennent des 4 coins du monde et sont encouragés à chaque match par des slogans antiracistes. C'est un endroit très accueillant. Parfois, dans les clubs de province, tous les joueurs sont blancs et anglais. Il n'y a personne de différentes nationalités. Parfois, c'est juste que les gens ne sont pas habitués à rencontrer et à se mélanger avec d'autres personnes. Quand vous venez ici, vous avez un exemple parfait de tout le monde se retrouvant ensemble, différentes personnes, différentes nationalités. Selon une récente enquête d'opinion, près de la moitié des électeurs britanniques considèrent l'immigration comme le facteur le plus important pour prendre leurs décisions. 2 mois avant le référendum, le résultat s'annonce serré. Premier producteur inédit de cacao mondial, la Côte d'Ivoire emploie de nombreux mineurs dans les plantations de cacao. Un vaste programme d'éducation a été déployé hier soir pour lutter contre ce fléau. Reportage d'Eric Aka. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe.
des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école. On a réussi à les rattraper en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ, donc on ne peut pas faire des travaux difficiles. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. C'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué, qui accueille désormais plus de 220 élèves. Et avant de vous quitter, je dédie cette émission à Océane et Charlotte. C'est la fin de ce Grand News. Vous n'oublierez pas bien sûr la prochaine rediffusion de cette émission. Ce sera ce soir à 22h55. Vous avez notamment été très nombreux à nous suivre hier soir. J'ai une pensée bien sûr ce soir pour Virginie Lemoine qui hier soir donc, famille d'accueil, a fait ses adieux. Alors nous avons été bien sûr présents pour le voir, toute la rédaction s'est mise à pleurer bien sûr puisque c'était les 2 derniers épisodes, c'était bien sûr très émouvant de voir Virginie Lemoine dans le rôle donc de Marion Ferrière en larmes pendant ces 2 épisodes. Je vous attends demain dans le Grand News à 20h15, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur News TV, à demain.